Merci pour votre fidélité à Sika TV. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce journal consacré à l'économie. La plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Afrique de l'Ouest est désormais opérationnelle. L'installation est située à Blita, dans la région centrale, au Togo. Le changement climatique fait planer des risques majeurs sur la production cotonnière d'ici 2040. C'est ce qu'indique l'initiative multipartite sur le coton durable, Cotton 2040, dans son rapport. Et puis le PAM sonne l'alerte sur le risque imminent de famine. Ce risque concerne 41 millions de personnes dans le monde. Le président togolais Faure Gnassingbé a inauguré à Blita, environ 267 km au nord de Lomé, une centrale photovoltaïque de 50 MW, la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Elle a été construite dans le cadre du développement de l'énergie solaire dans le pays. Faciliter un accès universel à l'électricité et desservir tous les ménages togolais en énergie propre et renouvelable. C'est l'ambition de cette centrale qui va desservir 158 333 ménages et qui va permettre d'économiser plus d'1 million de tonnes d'émissions de CO2 tout au long de sa durée de vie. Construite en 18 mois par Ameya Togo Solaire, une filiale d'Ameya Power, géant des Émirats Arabes Unis, cette centrale solaire est érigée sur une superficie de 92 hectares. Elle se compose de 127 344 panneaux solaires pour une puissance installée de 50 MW et une production d'environ 90 255 MWh d'énergie par an. Il s'agit pour l'instant de la plus grande centrale solaire de la région, devant la centrale de Kita au Mali, et elle s'inscrit dans une série d'investissements du groupe Ameya Power en Afrique et dans la politique de développement de l'énergie solaire au Togo. La centrale Cheikh Mohamed bin Zayed de 50 MW Crête de Blita est la plus grande centrale solaire photovoltaïque de la sous-région, utilisant la technologie des trackers solaires, ce qui permet d'augmenter le rendement des panneaux solaires en leur faisant suivre la course du soleil. Elle a été financée à plus de 35 milliards de francs CFA par des prêts concessionnels de la Banque ouest-africaine de développement et par Abu Dhabi Fund pour le développement. Le Togo, qui importe plus de la moitié de l'énergie dont il a besoin du Nigeria et du Ghana, mise notamment sur le solaire pour développer avec des start-up l'accès à l'électricité de ses 8 millions d'habitants, jusque dans les zones les plus reculées du pays. Le coton est la principale fibre naturelle cultivée dans le monde. Si sur la dernière décennie, son offre a connu une forte croissance portée par une industrie textile dynamique, le secteur doit faire face à de nombreux défis, dont le plus important est le réchauffement climatique. Le changement climatique sera la principale menace sur l'industrie cotonnière mondiale dans les 2 prochaines décennies. C'est ce qu'indique l'initiative multipartite sur le coton durable, Cotton 2040. Le rapport intitulé Physical Climate Risk for Global Cotton Production réalise pour la première fois une analyse globale des risques climatiques sur la production cotonnière dans plusieurs régions du monde. Selon l'organisation, aucun foyer de production de coton n'échappera aux conséquences du réchauffement climatique d'ici 2040, qu'il s'agisse de l'Inde, des États-Unis, du Brésil, du Pakistan, de l'Afrique ou de la Turquie. À cet horizon, toutes les zones de culture devraient subir un stress thermique plus important et 40% des régions enregistreront une baisse de la durée de la saison favorable à la production du coton dans l'hypothèse d'une augmentation des températures journalières au-delà du seuil de 40 degrés Celsius. Les autres risques qui planent sur la production sont les incendies, les inondations fluviales ou encore la sécheresse. Avec la multiplication de ces épisodes, les coûts mondiaux du coton devraient encore gagner en volatilité au détriment des producteurs qui dépendent de la fibre pour leur subsistance. Déjà au Pakistan, 4e producteur mondial du coton, des inondations exceptionnelles liées à une forte mousson en 2010 ont détruit 1/5 de la récolte de fibres, privant des millions de familles de revenus. D'après le rapport, les régions qui présentent le plus fort niveau de risque climatique sont le nord-ouest de l'Afrique, y compris le Soudan et l'Égypte,
ainsi que l'Asie du Sud et de l'Ouest. Les risques, nous en parlons encore, mais ici, ils concernent la famine. La famine, déjà présente dans 4 pays, Éthiopie, Madagascar, Soudan du Sud et Yémen, pourrait devenir une réalité pour des millions d'autres personnes dans le monde. L'avertissement vient du Programme alimentaire mondial. Les mois se suivent et la situation nutritionnelle continue de se dégrader à travers le monde. Le Programme alimentaire mondial, qui est l'un des principaux acteurs sur le front de l'assistance alimentaire, vient de lancer un nouvel appel à contribution. L'organisation a tiré le 22 juin la sonnette d'alarme sur la situation alimentaire critique dans certaines parties du monde. D'après David Biasley, son directeur exécutif, 41 millions de personnes sont exposées à un risque imminent de famine dans 43 pays. Pour le responsable, la situation est déjà très préoccupante au niveau de Madagascar, du Soudan du Sud, de l'Éthiopie et du Yémen. Dans ces 4 pays, 584 000 personnes vivent actuellement dans des conditions proches de la famine. Par ailleurs, l'insécurité alimentaire reste inquiétante dans plusieurs autres nations comme le Zimbabwe, le Nigeria, le Burkina Faso, le Liban et le Venezuela, où les facteurs comme les chocs économiques, le changement climatique ou les conflits ont fragilisé les populations. Selon l'organisme onusien, il faudra environ 6 milliards de dollars pour éviter que des millions de personnes ne basculent dans la famine. Le directeur exécutif a expliqué que les chiffres sont juste tragiques. Pour rappel, le PAM compte porter assistance à 139 millions de personnes d'ici la fin de cette année. Il s'agirait alors de la plus importante opération de son histoire. Pour revigorer son économie, la France va toucher 39,4 milliards d'euros de l'Union européenne, qui a validé mercredi le plan de relance financé en partie par un emprunt européen commun inédit et va verser un premier chèque cet été à Paris. Précision. Faisons ensemble de Next Generation EU un succès pour la France, les Français et l'Europe. Et voici notre évaluation positive adoptée aujourd'hui. Cela correspond au versement de 40 milliards d'euros à la France jusqu'en 2026. Une contribution extrêmement substantielle selon le président Emmanuel Macron. Ce sont les 750 milliards d'euros financés par une dette commune, le Next Generation EU et la déclinaison nationale. Et pour le plan de relance français, cela correspond, comme vous le savez, à un versement de 40 milliards d'euros à la France jusqu'en 2026. Au total, le gouvernement a prévu un plan de relance de 100 milliards d'euros, dont 39,4 milliards financés par ses subventions directes. La France va toucher, dans le courant du mois de juillet, le premier versement européen d'un montant de 5 milliards d'euros. Un second versement de 5 milliards interviendra à l'automne selon les sources européennes et françaises. Près de la moitié de l'aide européenne sera dédiée à la transition écologique avec 5,8 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments, 4,4 milliards pour moderniser le réseau ferroviaire et 1,9 milliard pour développer l'hydrogène décarboné. Un peu plus de 8 milliards d'euros seront consacrés à la numérisation des entreprises, des écoles et administrations, tandis que le reste de l'enveloppe doit financer notamment des dépenses en faveur de l'emploi et de l'apprentissage des jeunes, la modernisation du système de santé et des programmes de formation professionnelle. La France se situe dans les clous des critères de Bruxelles qui fixaient au moins 37% de dépenses pour la transition écologique et 20% pour la transition numérique. À la fin mai, sur les 100 milliards d'euros prévus, Paris avait déjà contractualisé 36 milliards, dont 10 sur le volet écologique, 15 milliards sur le volet compétitivité et 11 milliards sur le volet cohésion sociale et territoriale. L'objectif du gouvernement est de monter à 70 milliards d'euros engagés d'ici à la fin de l'année.
La Chine a annoncé jeudi ouvrir une procédure à l'Organisation mondiale du commerce contre des mesures anti-dumping prises par l'Australie à l'encontre de ses exportations d'éoliennes et d'autres produits manufacturés. Cette annonce survient moins d'une semaine après une plainte déposée devant l'Organisation mondiale du commerce par Canberra contre des surtaxes douanières imposées par Pékin sur le vin australien. Outre les taxes sur ces éoliennes, le ministère chinois du commerce vise les mesures australiennes contre ces exportations de roues de train et d'éviers en métal prises respectivement en 2019 et 2020. Les deux pays sont en froid depuis 1 an, après des appels de l'Australie à une enquête sur les origines de l'épidémie du coronavirus, qui a débuté, je le rappelle, en Chine fin 2019. Dans le cadre de ce conflit, Pékin a imposé des sanctions économiques sur une série de produits australiens, dont des droits de douane sur des produits agricoles, le charbon ou les vins, droits de douane, jusqu'à 218% infligés en novembre 2020. D'après les résultats d'une enquête de la Banque des règlements internationaux publiée en 2020, 80% des banques centrales dans le monde conduisent des travaux de monnaie numérique de banque centrale. Le Rwanda s'intéresse aussi à la question, vous le verrez à travers ce reportage. La Banque nationale du Rwanda a lancé une étude pour évaluer les possibilités dont elle dispose pour émettre sa propre monnaie numérique. C'est ce qu'a déclaré le directeur des systèmes de paiement à la Banque centrale dans des propos rapportés cette semaine par le journal rwandais The New Times. Selon lui, l'étude porte sur les aspects économiques, financiers et technologiques, ainsi que le modèle d'opérationnalisation en tenant compte du contexte local. Elle analyse également l'implication d'un tel projet sur la politique monétaire et la stabilité financière. L'autorité a déclaré que le pays se référait à des pays qui sont à des stades plus avancés en tirant des leçons des expériences positives et négatives. Il se base sur le travail effectué par des institutions internationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Forum économique mondial, entre autres. Pour le moment, le projet de monnaie numérique de banque centrale le plus avancé est à l'actif des Bahamas, qui ont lancé depuis octobre 2020 le $100, une version numérique de leur devise. D'autres pays comme la Suède, la Chine et la Russie font également de grands progrès, alors qu'en Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud, le Ghana ou encore le Nigeria se sont lancés dans le mouvement. L'objectif de toutes ces institutions financières est probablement de garder le contrôle d'un système qui pourrait leur échapper au profit des crypto-monnaies telles que le Bitcoin qui gagne en popularité au fil des ans. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Restez avec nous sur Sika TV.